à commencer par l'information économique, où l'on reparle du vol potentiel des actifs russes, donc qui ont été gelés par les Occidentaux et principalement les Européens. Et évidemment, il est toujours question avec les autorités de l'Union européenne, que ce soit la Commission européenne avec Joseph Borrell ou que ce soit avec les députés européens qui font des pétitions sans arrêt, de voler ces actifs. Alors le problème, c'est que eh bien, les Allemands hésitent beaucoup parce que ça aura des conséquences sur la valeur des obligations qu'ils émettent. Et en fait, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais pour ceux qui me suivent sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à vous inscrire sur Twitter, bien j'avais souligné un article du New York Times où vous aviez notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui avait donné une interview, en tout cas était intervenu dans un article du New York Times où il estimait qu'en fait il n'y avait pas de base légale rationnelle pour voler les actifs russes. Donc encore une fois, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le vol des actifs russes aurait des conséquences économiques graves. C'est pour ça que ça avait choqué quelques-uns d'entre vous, et moi je suis favorable au vol des actifs russes, qui de toute manière le gouvernement russe pourra se rembourser sur des actifs industriels français notamment en Russie, et puis ça provoquera évidemment l'effondrement du système socialiste français fondé sur l'endettement massif, et notamment des générations futures. Donc autant que ça s'arrête maintenant. Mais en tout cas, visiblement, Bruno Le Maire, qui est loin d'être une flèche et extrêmement performant en économie, l'a bien compris. C'est assez intéressant ce double discours. Vous avez à la fois donc Bruno Le Maire qui tente de rassurer les marchés aux États-Unis dans la presse américaine, et puis vous avez les élus à un QI à 2 chiffres de Renaissance qui font des pétitions pour, encore une fois, voler les actifs russes. À suivre donc. Le ministère de l'énergie ukrainien a déclaré que le contrat de livraison de gaz par le gazoduc qui passe par l'Ukraine ne serait pas reconduit en 2025. Ça, c'était un sujet très important. On en avait parlé. On avait d'ailleurs à l'époque parlé de l'échéance de 2019, qui était une année clé pour l'Ukraine. En fait, c'était ce que j'avais appelé le mur de 2019, puisqu'il y avait des tas de choses qui arrivaient à échéance, et notamment ce contrat donc de gaz, puisqu'aujourd'hui, en dehors de la Turquie, qui permet de faire remonter du gaz jusque dans le sud de l'Europe, jusqu'en Autriche quasiment, eh bien c'est l'Ukraine qui, depuis la destruction par Washington des gazoducs Nord Stream 1 et 2, eh bien c'est l'Ukraine qui sert de pays de transit. Alors ça lui rapporte évidemment de l'argent, mais visiblement il y a des pressions sans doute de Washington pour que ce transit de gaz cesse. Ça fera évidemment monter les prix, donc là aussi la Russie trouvera de toute manière son intérêt. La Russie gagne plus d'argent en vendant moins de gaz. Et d'ailleurs, malgré toutes les remontades d'Emmanuel Macron, la France est aussi un bon consommateur de gaz liquéfié russe. Donc on en est là. Rappelons encore une fois qu'il y a un des tuyaux de Nord Stream 2 qui n'a pas été détruit. Donc il suffirait que Berlin certifie ce tuyau pour que de nouveau, eh bien, il puisse être utilisé, donc sans pays de transit, avec une technologie moderne, totalement contrôlée par les Russes. Donc on ne sera pas du tout dans la situation de Nord Stream 1 au début de l'opération militaire spéciale. Voilà, on va voir ce que choisiront les autorités allemandes et françaises, évidemment, puisqu'on a, rappelons-le, on a mis $1 milliard dans Nord Stream 2. Le CERN, alors le Centre européen de recherche nucléaire, quelque chose comme ça, a annoncé qu'il se passerait des services des spécialistes russes, de 500 spécialistes russes. Donc tout ça évidemment avec la pression mise par les dirigeants européens. Et en fait essentiellement, c'est comme d'habitude, c'est Washington qui met la pression sur les dirigeants européens. Donc tant pis pour la recherche nucléaire européenne, mais rassurons-nous, je suis certain que parmi tous ces Victor Hugo et ces ingénieurs nucléaires qui traversent la Méditerranée chaque année, on trouvera sûrement 500 spécialistes pour remplacer les Russes. La Russie, eh bien, elle, malgré l'opération militaire spéciale, et on l'a souvent dit, continue ses projets de grande infrastructure. Donc on avait souligné l'automne dernier la mise en service de l'autoroute Moscou-Kazan, donc qui doit en plus se prolonger après jusqu'au-delà de l'Oural et jusqu'en Sibérie. Et Vladimir Poutine a lancé le chantier du TGV, enfin du TGV, Moscou-Saint-Pétersbourg, donc qui permettra aux deux grandes villes d'être reliées en 2 heures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est parce que ce projet-là, on en parle depuis très longtemps. Je me souviens
depuis plus d'une dizaine d'années. Donc il avait été question d'abord de le faire avec Siemens, avec les Français, et puis ensuite avec les Chinois, et puis finalement ça va être de la technologie russe. Donc ça c'est une excellente nouvelle, et en plus depuis, on va dire ces 10 dernières années, les projets d'infrastructure russes, à commencer par le pont de Crimée, terminent toujours avant la date de livraison prévue. Donc on peut être assez optimiste à ce sujet-là. Vladimir Poutine a également inauguré le lancement de la construction d'un nouveau réacteur, du 5e réacteur de la centrale nucléaire de Saint-Pétersbourg. Là aussi, que des bonnes nouvelles de développement des infrastructures. Infrastructure toujours, eh bien, c'est la mise en service donc prévue pour cette année de la voie ferrée qui reliera Rostov, donc ville qui était dans les anciennes frontières russes, et Simferopol en passant par les nouvelles régions, donc tout le long de la mer d'Azov. Donc ça, évidemment, ça va largement simplifier le transit, et y compris, il faut bien le souligner, le transit militaire. Donc, encore une fois, les attaques sur le pont de Crimée ne sont pas justifiées du point de vue purement militaire. Ce sont des actes terroristes sur des infrastructures civiles qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Politico-diplomatique, bien sûr, et évidemment, j'espère que vous avez apprécié notre vignette, toujours faire Père Étienne avec un Poutine formé par l'intelligence artificielle, voilà, qui l'a emporté à près de 88%, et avec une participation exceptionnelle pour la Russie, c'est quasiment unique, de 75%. Donc Vladimir Poutine n'a fait qu'augmenter progressivement depuis sa première élection. Il a toujours été élu au premier tour. Et là, c'est plus qu'une élection. C'est un plébiscite. C'est le soutien de l'immense majorité de la population russe au projet de Vladimir Poutine. Non seulement l'opération militaire spéciale, mais c'est pas que ça. C'est tout ce qu'il a accompli depuis qu'il est arrivé au pouvoir, comme Premier ministre d'abord en 1999 et puis ensuite comme président. Voilà, c'est un peu cette rencontre qui a eu lieu entre cet homme exceptionnel et puis le peuple russe d'ailleurs, peuple de génie aussi, peuple exceptionnel. Voilà. Donc c'est un geste très fort envoyé à l'Occident collectif. Le reste du monde n'est pas surpris, mais pour l'Occident collectif, quoi qu'ils en disent, ils savent très bien que ce résultat est le vrai, que ça représente la solidité du Kremlin derrière Vladimir Poutine, et que donc la Russie va continuer sur sa lancée, achever l'opération militaire spéciale. Elle prendra le temps qu'il faudra, mais elle atteindra encore une fois tous ses objectifs, et Vladimir Poutine a pour cela la totalité du soutien russe. Il y a un véritable engouement patriotique. On vit des moments exceptionnels en ce moment en Russie. Le phénomène politique russe, c'est évidemment Piotr Tolstoï, que j'avais eu l'honneur d'interviewer, si vous vous souvenez, en décembre 2023 pour faire un bilan de l'année. Donc évidemment, avec sa maîtrise du français, avec sa verve, il est devenu une star, tout comme Alexander Makagonov, le porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris. Eh bien, lui, il a donné une interview sur BFM TV, et c'est un peu un modèle du genre, y compris du point de vue de la technique de communication. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, Piotr Tolstoï s'adresse aux journalistes, Jérémy, je ne sais plus comment, comme s'il s'adressait au gouvernement français. Et il a raison, c'est-à-dire qu'il faut refuser aux journalistes cette neutralité. Le journaliste, surtout les journalistes français, n'est pas neutre. Il fait partie de la coalition gauchiste française dirigée contre la Russie. Donc évidemment, il s'adresse à lui comme à un adversaire, voire à un ennemi. Et c'est exactement le ton qu'il faut adopter avec les journalistes français en général. Donc ça, déjà, c'est premier point, leçon à retenir. Deuxième point qui traduit tout à fait la position russe, il souligne le fait que, je le cite, il n'en a rien à foutre de ce que pense Emmanuel Macron et de ses lignes rouges. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Tout l'effort d'Emmanuel Macron, c'est pour revenir au centre en fait de l'affaire ukrainienne et représenter l'Europe dans ses négociations avec Vladimir Poutine. Comme je l'ai dit plusieurs fois, comme je l'ai répété, parce que ces derniers jours, vous imaginez bien que j'étais interviewé sans arrêt dans les médias russes, j'ai même fini par refuser, pour aussi leur expliquer que le régime gauchiste d'Emmanuel Macron n'est pas la France, n'est pas les Français. Et comme je l'ai dit, c'est impossible parce que Emmanuel Macron a publié sa conversation au téléphone avec Vladimir Poutine du 20 février 2022. Il l'a publié en juin 2022. Donc
Vladimir Poutine ne lui fait plus confiance. Et de toute manière, encore une fois, le conflit en Ukraine se résoudra entre Moscou et Washington. Un point, c'est tout. Peut-être avec le futur président américain, si c'est pas Biden, mais en tout cas, ça ne se résoudra malheureusement pas pour nous avec Paris. Nous sommes un État esclave et donc nous obéissons aux ordres de Washington. Donc ça ne sert absolument à rien de discuter avec nous. Et en plus, à part quelques nuances, contrairement à l'Allemagne, il n'y a aucun parti anti-guerre représenté au Parlement français. Troisième point, Piotr Tolstoï, évidemment, a des mots très durs qui nous font de la peine, en fait, quand il parle de tuer des soldats français, mais de toute manière, nos soldats français n'ont absolument rien à venir faire en Ukraine. La France n'a pas d'intérêt en Ukraine. Son armée n'a donc absolument rien à y faire. C'est encore une fois une guerre impérialiste, idéologique, de colonisation pour permettre à l'OTAN, au régime de Kiev assisté par l'OTAN, de coloniser les populations russes et russophones d'Ukraine. Donc tout ça, évidemment, c'est tout à fait inacceptable. Et en tout cas, ce que fait Tolstoï, c'est qu'il met aussi les Français devant leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas, parce que ça se passe à 1000, 2000 kilomètres de chez vous, considérer que ce que fait le gouvernement que vous avez élu, ou même si vous ne l'avez pas élu, qui vous dirige, et que vous laissez vous diriger, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, de la même manière, je n'ai pu m'empêcher de faire le parallèle, c'est que j'avais des amis qui vivaient en Ukraine, qui faisaient comme si leur gouvernement ne passait pas leur temps à bombarder les villes du Donbass, les villes de la République populaire de Lugansk et de Donetsk. Et donc, ils pensaient que qu'ils pourraient fermer les yeux, laisser les unités de représailles enlever, torturer, massacrer, et qu'ils échapperaient toujours à ce conflit. Et en fait, finalement, non. Depuis le 24 février 2022, ce conflit les a atteints. Et c'est pour ça aussi que, il faut bien se rendre compte que le mal que fait le gouvernement français vis-à-vis de la population ukrainienne, à commencer par la population ukrainienne, ou vis-à-vis, bien sûr, des soldats russes qui meurent à cause, en partie, des armes qu'on livre, ça, tôt ou tard, sera des conséquences sur nous, des conséquences économiques, des conséquences politiques. On ne peut pas dire encore lesquelles, mais évidemment que tout ce mal-là nous reviendra sur nous, Français, parce qu'on aura laissé le régime d'Emmanuel Macron faire ce qu'il veut et nous engager dans une guerre qui ne nous concerne pas. Politique toujours, nous fêtions les 10 ans de la réunification de la Crimée avec la Sainte-Russie. Donc c'était le 14 mars 2014 quand il y a eu ce référendum, donc où évidemment les Criméens, après que l'état de droit ait disparu, l'état légal ait disparu à Kiev, on a profité pour retrouver sa liberté et se rattacher à la mère patrie russe. Donc c'est un moment exceptionnel, dirigé par un homme exceptionnel qui était plutôt discret, qui n'était pas très connu, qui s'appelle Sergueï Aksionov, donc qui aujourd'hui est gouverneur de la Crimée, et c'est lui, par sa stature, encore une fois, d'homme d'État, de ce côté révolutionnaire qu'il avait, qui a permis cette réunification. Il faut toujours être méfiant avec la notion d'homme providentiel, mais on peut dire que tout de même, la Russie en produit ces derniers temps. On a parlé de Vladimir Poutine, mais Aksionov, je pense, fait partie de ces hommes providentiels, comme feu Zakharchenko, le premier chef de la République populaire de Donetsk. C'est extraordinaire ces moments-là où vous avez vraiment une personne qui se trouve dans des circonstances particulières. C'est ce que disait d'ailleurs Jacques Bainville de Napoléon. Il faut un homme exceptionnel et des circonstances exceptionnelles. Et quand les deux se rencontrent, généralement, ça fait des étincelles. Et bien là, ça a été le cas sur ce qui s'est passé donc en mars 2014. Et puis pour la petite histoire et pour mettre un petit peu de joie, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait fait le tour des réseaux sociaux, bon, essentiellement en Russie évidemment, mais une petite fille de 6 ans était arrivée à Simferopol, donc la capitale de la Crimée, et pour aller saluer, embrasser un des soldats russes qui était là. Et d'ailleurs, ça a été transformé en monument symbolique en fait finalement de ce retour à la patrie. Et bien, cette jeune fille a grandi, elle a 16 ans, et elle a retrouvé le jeune soldat, donc qui est un petit peu vieilli, à qui elle avait fait un bisou. Voilà, pour mettre un petit peu de joie dans ce bulletin. Revenons à la politique pure et dure. Le président indien Modi a félicité bien sûr Vladimir Poutine de son élection, et la première visite à l'étranger du président réélu sera au mois de mai à Pékin. Donc pas vraiment de surprise là-dessus. L'alliance entre Pékin et Moscou est devenue une des clés de voûte du nouvel ordre international qui est en train de se mettre en place. Terrorisme maintenant.
On va le voir, l'opération militaire qui avait été déclenchée à la frontière sud de la Russie, donc dans les régions de Koursk, de Belgorod, a complètement échoué, a coûté très cher en matériel et en vie humaine à l'armée ukrainienne et à ses supplétifs, soit les groupes néo-nazis russes, soit des mercenaires de toute nationalité. On a vu notamment des Roumains et des Allemands. Donc cette offensive qui était censée saboter en quelque sorte la bonne image issue des élections russes a complètement échoué. Et ça s'est terminé par une énorme campagne terroriste à coups de lance-roquettes sur la ville de Belgorod elle-même, sur les localités dans cette région. Donc là, on est une fois de plus de retour dans le bandérisme le plus pur, qui est avant tout un terrorisme. Et encore une fois, ce terrorisme, jamais ni le MI6 ni la CIA n'ont jamais hésité à l'utiliser. Donc voilà pour le terrorisme. Armement maintenant, vous avez aimé les FAB 250, 500, 1,5 tonne. Donc, je rappelle, le FAB, c'est une bombe planante, donc qui peut dériver jusqu'à 50, même 70 km, peut-être même plus loin. Les Russes auraient décidé de mettre un petit propulseur derrière ces bombes. Donc, en plus d'avoir des ailes qui se déplient, eh bien, elles vont pouvoir avancer. Donc, ces bombes ne coûtent pas cher. La Russie en a utilisé énormément, 200 tonnes par jour sur Avdiivka. Eh bien, vous avez aimé ces bombes de 1500 tonnes maximum. Désormais, le Sergei Shoigu, qui visitait les usines de production, a annoncé que depuis le mois de février, la Russie produisait massivement des bombes de 3 tonnes. Donc imaginez-vous l'état des forces armées, des soldats qui se trouvent en dessous de ces bombardements. On en a vu d'ailleurs ressortir dans des images que, une fois, je ne montre pas sur cette chaîne, notamment Avdiivka, des soldats complètement contusionnés, traumatisés, je pense jusqu'à la fin de leur vie. Tellement c'est épouvantable, donc espérons qu'ils vont se rendre le plus rapidement possible. Ils ne peuvent pas tenir face à l'armée russe. Personne, de manière aujourd'hui, ne pourrait tenir face à l'armée russe telle qu'elle est. Donc voilà. Donc en tout cas, ces bombes de 3 tonnes vont bientôt arriver. Contre elles, il n'y a quasiment pas de solution. Donc le Kiev prend des risques énormes en avançant ses systèmes antiaériens le plus près possible de la ligne de front pour essayer de toucher les avions qui les larguent, encore une fois, à 50 km de distance. Et c'est le résultat, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que notamment les systèmes patriotes qui coûtent une fortune, eh bien, se font détruire puisque les Russes ont largement augmenté leur capacité de détection. On en a déjà parlé, mais ça va continuer. Donc, à suivre donc les premiers emplois de cette bombe de 3 tonnes. En revanche, pour l'instant, toujours pas de nouvelles des Koalitia. Donc là, je ne vous cache pas que je suis un peu déçu. Est-ce que par hasard, il y aura un échec technique ou technologique autour de ce non-emploi, ou est-ce que les Russes les réservent pour une offensive de plus grande envergure, puisque effectivement, la production de série vient juste de démarrer. À suivre donc, j'attends mes Koalitia avec impatience. Washington, de son côté, ne reste pas les mains dans les poches et essaie de rattraper son retard en matière de missiles hypersoniques. Et l'armée américaine a annoncé que le test de l'AGM 183 ARRW avait réussi. Donc c'est un missile de croisière hypersonique qui va jusqu'à Mach 5. Alors évidemment, on est quand même loin des Russes. Le moindre missile hypersonique russe de croisière fait du Mach 8 et il est produit en série. Et il est utilisé régulièrement. On va le voir notamment, là il y a toute une volée de Kinjal qui a frappé le territoire ukrainien la nuit dernière. Mais en tout cas, il ne faut pas sous-estimer encore une fois le complexe militaire-industriel nord-américain, et tôt ou tard, ils vont réussir à produire. Alors après, la question pour la Russie, c'est de conserver les 10 ans d'avance, en gros, qu'elle a sur le complexe militaire-industriel nord-américain. Chars d'assaut maintenant, donc plusieurs Abrams, on en a parlé, ont été détruits depuis le début de l'année 2024, et une unité de reconnaissance russe a pu visiter l'un d'eux. Donc on imagine que le char, tôt ou tard, sera récupéré, remorqué et étudié. Alors sachant que, n'oublions pas que le ministère de la Défense américain, le Pentagone, avait annoncé que les chars qui seraient livrés n'étaient pas le top du top de l'Abrams. C'est que notamment certaines parties ultra secrètes avaient été démontées. On n'a pas, encore une fois, personne des pays occidentaux n'a donné ce qu'il y avait de mieux dans son armée. Voilà. Mais en tout cas, ça va être toujours intéressant pour les Russes, évidemment, à étudier le blindage, les systèmes à l'intérieur de ce char.
considération militaire générale maintenant, et on commence par les Britanniques, puisque le ministre de la Défense britannique s'est rendu à Kiev, et il a conseillé aux Kieviens d'arrêter en gros les opérations terrestres, ça veut dire en gros de s'enterrer et d'essayer de résister aux Russes, et de se concentrer sur les opérations en mer Noire et en Crimée. Alors on voit pas trop de quoi il parle, parce qu'effectivement, avec les drones marins, l'Ukraine, enfin en tout cas, en fait, finalement, d'ailleurs, c'est Londres c'est l'OTAN qui dirige ces drones marins, qui les coordonne, etc., peut harceler une partie de la flotte russe, mais en tout cas débarquer en Crimée, alors sauf de faire des opérations TikTok, hein, comme on a vu sur la rive gauche du Dniepr, il n'y a pas grand chose, il y a pas grand chose à faire, mais en tout cas c'est ce que conseille le ministère de la Défense britannique, tout en disant d'ailleurs qu'il n'y aura pas de forces anglaises sur le territoire ukrainien. Donc là aussi, une fois de plus, Macron désavoué et se retrouve bien seul. Gamelin cette semaine, là ça aurait été dur de l'éviter, c'est le Gamelin Desportes, le général Desportes qui a commandé, pauvre de nous, l'école de guerre et qui explique dans Le Point que en fait pour montrer notre détermination russe, il faut verser le sang des Françaises et des Français. Donc je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, détermination à quoi? On ne peut absolument rien faire contre l'armée russe. Notre armée, avec la complicité de tous ceux qui n'ont rien dit, le général Desportes, mais aussi le général de Villiers. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir dit, le général de Villiers a démissionné. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, ça devait être en 2019, après la sortie de son bouquin Servir, qu'on aurait d'ailleurs mieux fait d'appeler Servile, dans lequel donc il parle de ses chefs, donc les présidents, les ministres qui l'ont commandé. Et bien, je vous mets un petit extrait pour voir un peu la manière dont il a protesté contre Emmanuel Macron. Le chef militaire vit au contact constant du pouvoir politique. Pour ma part, j'ai connu en conseil restreint pas moins de 4 présidents de la République. Jacques Chirac, méthodique, chaleureux et passionné par l'armée. Nicolas Sarkozy, exigeant, tranchant et charismatique. François Hollande, à l'écoute, calme et plein d'humour. Et enfin, Emmanuel Macron, avec lesquels mes relations ont été empreintes de franchise, de confiance et de cordialité. Plus tard, il parle également des premiers ministres. J'ai connu 2 premiers ministres au tempérament aussi différent que leur physique. Jean-Pierre Raffarin, mesuré, plein d'humour et très humain, et Dominique de Villepin, flamboyant, fulgurant et pressé. 2 ans plus tard, j'en ai connu un 3e avec François Fillon, plus secret, talentueux et attachant, dont j'étais cette fois-ci le collaborateur direct en tant que conseiller. Et puis, enfin, il y eut les 7 années et demie passées boulevard Saint-Germain, puis à Ballard comme numéro 2, major général des armées, sous les ordres de l'amiral Guillot, qui m'a fait une confiance totale, puis comme chef d'état-major des armées, principalement sous les ordres de Jean-Yves Le Drian, qui aura été un grand ministre de la Défense. Voilà, la vidéo est encore disponible sur Odyssée, vous pouvez la regarder complètement. Donc évidemment, le général de Villiers a démissionné parce qu'il s'est fait insulter, c'était la moindre des choses, de toute manière il était sur le départ. Il n'a pas démissionné parce qu'il a tapé du poing sur la table en disant vous êtes en train de détruire l'armée française, c'est d'ailleurs ce que fait la gauche depuis François Mitterrand. Ça on n'y a pas eu droit du tout. Donc, non, je répète ce que je dis, ni les Desportes, ni les Dourakovlev, ni les Villiers, ni tous ceux, les Bucard, tous ceux qui sont là ou qui les ont précédés, n'ont jamais mis leur chère carrière en danger pour protéger notre armée française. Et ils se sont d'ailleurs largement déshonorés, et c'est ce que retiendra l'histoire de leur action. Donc je ne sais pas comment l'appeler, Gamelin sanguinaire, Gamelin psychopathe. Et on a aussi un sous-Gamelin, alors là c'est le colonel Arbaret-Trier, donc qui est passé sur LCI pour nous expliquer comment l'armée française allait se déployer le long du Dniepr. Hallucinant. Alors, autant vous dire que cette vidéo a fait le tour en Russie dans toutes les émissions. On n'a pas arrêté de m'appeler pour me demander mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui lui prend, voilà. Donc bon, moi j'ai expliqué que Arbaret-Trier ça devait être sans doute un culot de promo, et que visiblement LCI a du mal à trouver des militaires, des colonels ou des généraux qui sont encore capables d'aller raconter ce genre d'âneries. Goya, Dourakovlev, Ancel, Trinquant se sont totalement décrédibilisés, déshonorés ces 2 dernières années. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils doivent un peu hésiter pour aller raconter ce genre d'âneries. Heureusement, ils en ont encore trouvé un qui est capable de le faire. Donc voilà, donc c'est un peu ma mission ici, c'est d'expliquer que tous les militaires français ne sont pas débiles. Tous ceux qui passent
quasiment sur LCI le son, sur BFM TV le son, mais qu'il y a quand même encore des gens qui sont capables de penser cette guerre. Hein. C'est ce qu'ont démontré, d'ailleurs, j'en ai parlé la dernière fois, les fuites dans Marianne. La Russie augmente donc, notamment avec les bombes de 3 tonnes, sa puissance de feu, qui est déjà énorme. L'OTAN essaie vainement d'en faire autant, donc il est temps de pousser les Kieviens à mobiliser, même si on ne peut pas les aider. C'est ce qu'a dit Lindsey Graham, donc, qui est une espèce de néocons républicain, sénateur, à moitié cinglé et totalement anti-russe. Donc il s'est rendu à Kiev pour dire on pourra peut-être pas vous aider, même si on vous aide pas, il faut quand même faut mobiliser les moins de 25 ans, faut aller mourir. C'est la guerre de Washington, donc c'est un peu votre devoir vis-à-vis de l'humanité d'aller mourir face aux Russes. C'est le message donc qui a été donné par Lindsey Graham, et c'est également celui qui a été donné par Rob Bauer, le président du comité militaire de l'OTAN, à l'Ukraine. Il faut mobiliser, parce que même si la guerre est perdue d'avance, il faut quand même aller mourir face aux canons russes. Voilà où on en est, là, encore une fois, le niveau de cynisme des dirigeants de l'OTAN. Considération militaire toujours, le grand sujet, ça a été l'annonce par le chef des services secrets russes, donc Narychkin, donc c'est l'équivalent de la DGSE, en Russie ça s'appelle le SVR, que la France s'apprêtait à envoyer 2000 soldats. Donc on peut estimer que c'est tout à fait quelque chose d'envisageable, qu'Emmanuel Macron ait demandé à l'état-major de préparer un possible déploiement de 2000 soldats. Est-ce que c'est vraiment en Russie? Est-ce que c'est pas finalement ce qu'il y a déjà en Roumanie qu'on déploierait en Moldavie? Tout devient impossible. En tout cas, alors que Macron n'arrête pas d'en parler, bien finalement le cornu s'est énervé en disant que c'était une honte de dire des choses pareilles, que c'était faux, etc. Le pire, c'est que le ministre des Affaires étrangères ukrainien Kouleba a dit que l'Ukraine n'avait jamais demandé ça, ils avaient juste demandé des munitions et des armes, ce que la France ne peut pas donner. Encore une fois, on en revient à cet affrontement entre Scholz et Macron. Scholz demande à la France de donner autant que l'Allemagne, on peut pas, tout simplement. Donc Macron parle, il sait faire, et puis promet des choses délirantes pour essayer de faire diversion. Considération militaire encore, déclaration intéressante de Stoltenberg qui confirme ce que nous disions depuis des mois, c'est-à-dire qu'évidemment que c'est pas les Ukrainiens, l'armée ukrainienne qui détruit les quelques bateaux russes qu'ils ont réussi à détruire en mer Noire, c'est l'OTAN. C'est la déclaration qu'a fait Stoltenberg, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de la visite du ministre de la Défense anglais à Kiev. Donc voilà, l'Ukraine est un pays du tiers-monde qui doit fournir de la main-d'œuvre, et la technologie, c'est l'OTAN. Et ce qui est intéressant, c'est que Stoltenberg dit quelque chose que tout le monde sait, notamment pour prouver que l'intervention de l'OTAN n'est pas totalement un échec. Parce qu'ils doivent en être à plus de 200 milliards d'aides, et finalement, ils n'ont pas fait grand-chose. Tout ce qu'ils ont obtenu comme résultat, c'est que les Russes prendront entre 3, 4, 5 fois plus de territoire à la fin de l'opération militaire spéciale que ce qu'ils voulaient au début. Est-ce que d'ailleurs ces opérations vont continuer? On en avait parlé la dernière fois lorsque le chef Houthi avait annoncé qu'il maîtrisait la technologie des armes hypersoniques et que d'ailleurs il pourrait les utiliser contre les bateaux anglais ou américains. Ça reste à voir. En tout cas, ce qu'on a appris, et c'est dans Bloomberg, c'est que les Houthis étaient parvenus à un accord avec la Chine et la Russie pour ne pas s'attaquer à leurs bateaux. Donc aujourd'hui, en fait, on a le résultat, c'est que le canal de Suez est interdit à l'Occident collectif, mais pas aux Chinois, pas aux Russes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et peut-être d'ailleurs, dans cet accord, si l'information de Bloomberg se vérifie, eh bien, il y a la transmission par la Russie aux Houthis d'armes hypersoniques. Donc, encore une fois, ça va être extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, est-ce que les attaques contre les bateaux russes en mer Noire vont s'arrêter? Et si jamais elles continuent, est-ce que ça provoquera des tirs de missiles hypersoniques ou même supersoniques, ce qui serait déjà très difficile à arrêter, sur les bateaux anglais et américains? À suivre donc. Dernière considération militaire générale, quelques chiffres à prendre avec prudence, encore une fois, sur les pertes ukrainiennes. Donc le Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, a annoncé que depuis le début de l'année 2024, les Kieviens avaient perdu 71 000 morts, pas morts et blessés graves, morts. Voilà, je vous donne ce chiffre, vous en faites ce que vous voulez.
moi, j'ai tendance à lui faire confiance, étant donné, encore une fois, la puissance de feu russe et puis le fait que depuis le début de l'opération militaire spéciale, Kiev manœuvre très mal. Ils sont incapables de manœuvrer ni à l'assaut, ni en retrait. C'est toujours assez catastrophique. Donc, c'est tout à fait probable, mais encore une fois, la source étant russe, prenez ce chiffre avec du recul. Un autre chiffre, alors là, qui est très intéressant aussi, c'est par le général Andrzej Szak. C'est l'ancien chef d'état-major de l'armée polonaise, donc c'est pas un agent russe. Et il a annoncé que les pertes ukrainiennes ne se chiffraient pas en centaines de milliers, mais en millions, soulignant le fait qu'il y avait 10 millions d'hommes qui avaient disparu. Donc, dont évidemment une bonne partie quand même sont plutôt partis à l'étranger, en Russie, en Pologne, en Allemagne ou ailleurs. Et donc que tôt ou tard, d'ailleurs, l'armée polonaise et l'OTAN devaient se préparer à faire la guerre à la Russie.